Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence en ligne de Mouvement Up, votre média dédié à la transition écologique et sociale. La crise sanitaire et l'arrivée du Covid-19 dans nos vies ont remis en lumière la question de la qualité de l'air. Alors, quelles sont les solutions pour limiter la pollution de l'air que nous respirons à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments? Eh bien, c'est le sujet que nous allons explorer avec nos invités, que je vais vous présenter dans un instant. Mais d'abord, sachez que cette conférence est organisée en partenariat avec l'Institut Veolia et avec nous se trouve son directeur, Nicolas Renard. Bonjour Nicolas. Bonjour Sandra et bonsoir à toutes et à tous. Alors, en guise d'introduction, on a envie de vous demander quelles sont les missions justement de l'Institut Veolia. Merci bien Sandra. L'Institut Veolia, c'est une plateforme d'échange et de débat qui a été fondée il y a quasiment une vingtaine d'années, en 2001, avec la mission de mener un travail prospectif sur des enjeux qui se situent au carrefour d'un côté de l'environnement et de l'autre côté de la société. Comme par exemple la nécessaire réinvention des plastiques, l'agriculture urbaine, la résilience des villes, ou bien encore la qualité de l'air intérieur. Nous abordons ces problématiques en mêlant à la fois des expériences de terrain très concrètes et puis des approches transversales dans les pays émergents et dans les pays développés. Et pour ce faire, pour orienter nos travaux, pour choisir les thèmes sur lesquels nous allons engager une réflexion sur plusieurs années, nous appuyons sur un comité de prospective composé de personnalités prestigieuses. Vous avez par exemple Amartya Sen, prix Nobel d'économie, vous avez Nick Stern, qui est un fameux économiste du climat, vous avez Harvey Feinberg, ancien doyen de la faculté de médecine d'Harvard et actuellement président de la Gordon and Betty Moore Foundation, et aussi Mampela Rampellé, ancienne vice-présidente de la Banque mondiale. Alors, maintenant, nous publions une revue dont le dernier numéro porte sur la qualité de l'air intérieur et qui est en accès libre sur notre site et qui s'intitule « La qualité de l'air intérieur, relever les défis de l'invisible ». Alors, ce thème de travail, nous l'avons choisi avant la pandémie de coronavirus. Et pourquoi nous l'avions choisi ? Nous l'avons fait parce que c'est à la fois un sujet très ancien et un sujet nouveau. Un sujet très ancien parce que ça fait plusieurs siècles que les villes, par exemple Londres, s'intéressent et doivent lutter contre la pollution de l'air. La première loi pour tenter de limiter la pollution au charbon à Londres remonte au XIVe siècle. Et puis, c'est un sujet neuf. D'une part, à cause de l'ampleur qu'il a pris, qu'on songe simplement aux villes de Delhi ou de Beijing qui se disputent le triste titre de capitale la plus polluée au monde au regard de l'air extérieur, ou bien encore quand on sait que l'air intérieur peut être encore plus contaminé que l'air extérieur. C'est la raison qui nous a amenés à travailler sur ce sujet et pour ce faire, pour travailler et publier la revue de l'Institut sur ce thème-là, nous avons monté un partenariat avec le cabinet de conseil en développement durable Nomadeis, qui a été fondé par Cédric Bécher et auquel je cède tout de suite la parole. Bonjour Cédric. Bonjour à tous, bonjour Sandra, bonjour Nicolas, merci de cette invitation. Donc effectivement, je suis Cédric Bécher, je suis directeur associé et cofondateur de Nomadeis, donc qui est un cabinet de conseil spécialisé en transition énergétique et écologique, que j'ai cofondé il y a une petite vingtaine d'années maintenant, qui a l'occasion de travailler beaucoup, notamment avec le groupe Veolia, mais aussi différents acteurs publics. Et je remercie beaucoup l'Institut de nous avoir associés à cette publication passionnante. Je crois, Sandra, que vous envoyez quelques informations à nos auditeurs sur Facebook. Donc sur la qualité de l'air intérieur, alors vraiment en guise de très brève introduction pour ensuite laisser la place au débat, vous dire que cette revue elle a été produite sur à peu près un an, entre janvier 2019 et janvier 2020. 60 interlocuteurs internationaux ont été contactés, invités à contribuer aux réflexions. Au total, une vingtaine de textes ont été produits, dont 15 articles de fond, avec l'objectif évidemment non pas d'atteindre un niveau d'exhaustivité parce que c'est une thématique extrêmement complexe, mais plutôt de fournir via 15 regards de chercheurs, d'entrepreneurs, d'experts, d'artistes aussi, une sorte de clé de décryptage ou un ensemble de clés de décryptage de cette thématique qui est quand même vraiment complexe et qui nécessite en fait un effort d'élucidation collective. Vous retrouverez dans la revue, que je vous incite fortement à lire, évidemment 3 grandes parties. Une première partie dans le cadre de laquelle on a vraiment souhaité expliciter un petit peu ce sujet dans toute sa complexité en donnant un certain nombre d'éléments pour caractériser les phénomènes, les déclinaisons dans différents contextes, évidemment des contextes d'habitation,
mais aussi des contextes professionnels, donc le lieu de travail, des contextes aussi un petit peu plus insolites. Qu'est-ce qui se passe sur un quai de métro, à l'intérieur d'un véhicule? Donc, essayer de décrypter un petit peu toutes ces situations et regarder évidemment quels sont les effets sanitaires auxquels il est important de penser en abordant cette problématique. Donc, vraiment toute une première partie qui se concentre sur, je dirais, le décor et le paysage finalement du sujet. Ensuite, on se penche assez naturellement sur des pistes de solutions à explorer, sans donner l'impression que tout a été naturellement produit en termes de solutions, mais on s'intéresse à des solutions en matière de mesures, de rémédiation également. On s'intéresse évidemment à une thématique qui va certainement revenir dans les débats, qui est comment peut-on finalement concilier des enjeux comme par exemple la performance énergétique, mais aussi des enjeux d'analyse et de suivi de la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. On s'intéresse à des solutions assez high-tech, vous le verrez, mais aussi à des solutions low-tech, si je puis dire. Donc, voilà, une certaine humilité, je pense, qui est nécessaire par rapport aux solutions disponibles, avec un regard aussi sur des pistes dans le champ de la phytorémédiation, par exemple. Et puis, dans cette partie sur les solutions, on s'intéresse aux enjeux du déploiement, évidemment, et de toutes les problématiques opérationnelles qui accompagnent le déploiement de ces solutions. Et puis, une dernière partie qui nous tenait à cœur tous avec l'équipe de l'Institut, qui était en fait une partie consacrée aux passerelles, finalement, entre les perceptions des acteurs, les perceptions citoyennes, et les politiques publiques qui sont mises en œuvre pour traiter ce sujet de la qualité de l'air intérieur, avec évidemment la parole donnée à des acteurs un peu insolites comme des artistes, par exemple, des travaux à mener sur la sensibilisation, l'information du grand public. Donc, on a vraiment essayé d'avoir différents angles pour aborder cette thématique, et j'espère de tout cœur que nos auditeurs aujourd'hui trouveront, en tout cas dans cette revue, un certain nombre de pistes pour éclairer leurs propres réflexions. Merci beaucoup, Cédric, pour cette introduction. Vous allez nous quitter, mais en tout cas, merci beaucoup pour ces explications. On mettra bien sûr le lien tout à l'heure. Merci de cette invitation. Merci à vous. Alors, quels sont justement les enjeux de la qualité de l'air, à la fois l'air intérieur et extérieur, et tout ça post-confinement? Eh bien, on va en parler avec nos invités que je vais vous présenter. Avec nous, le docteur Fabien Schinazi, qui est médecin biologiste et membre du Haut Conseil de la santé publique. Avec nous également, Karine Léger, vous êtes directrice d'Airparif, c'est l'observatoire indépendant en charge de la surveillance et de l'information de la qualité de l'air en Île-de-France. Et enfin, Frédéric Bouvier, vous êtes directeur du pôle de compétences air de Veolia. Merci à tous les trois d'être présents ce soir avec nous. Alors, je rappelle à vous qui vous trouvez derrière vos écrans, que vous pourrez poser toutes les questions qui vous viennent à nos invités. Il suffit, voilà, si vous êtes sur Facebook, d'écrire un petit commentaire. Si vous êtes sur Zoom, voilà, il suffit d'écrire dans le petit onglet de conversation vos questions et on essaiera de les transmettre. Alors, pour revenir sur ce sujet du Covid, c'est quand même le sujet d'actualité du moment. La première question qui me vient, et elle est pour vous, docteur Schinazi. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du lien entre pollution et Covid-19? Est-ce que la pollution est un vecteur du virus? Est-ce que la pollution aggrave la maladie chez les personnes fragiles? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui à ce sujet, Fabien? Alors, merci en tout cas pour votre invitation. Vous me posez la question des relations entre la pollution atmosphérique et le virus, donc le SARS-CoV-2. En fait, il y a eu une publication, c'était au tout début du mois de mars, au confinement, où les Italiens qui étaient confrontés à ce problème d'épidémie au mois de février, dans le deuxième quinzaine de février, avaient tenté de montrer des corrélations entre les particules fines atmosphériques et puis la propagation du virus. En fait, les résultats qui ont été ensuite repris montrent les choses suivantes. On n'a pas du tout d'argument pour dire que les particules fines extérieures portent le virus et puissent le transporter à distance. En revanche, nous savons déjà depuis longtemps que la pollution atmosphérique, et en particulier les particules fines, qui ont finalement le même impact sur les muqueuses respiratoires que le virus, aggravent la situation d'une infection virale. Et donc, on sait déjà les effets de la pollution atmosphérique, notamment des particules fines, sur les maladies respiratoires chroniques, les infections cardiovasculaires. Et donc, la pollution aggrave cette situation. En revanche, que les particules fines propagent le virus à distance à l'extérieur, là, nous n'avons pas d'argument. Mais peut-être nous reverrons aussi qu'à l'intérieur, dans ce qu'on appelle les espaces clos, dans les environnements intérieurs, là, on a des
informations comme quoi il y a des aérosols de ce virus et qui peut persister longtemps à l'intérieur et donc peut-être être à l'origine de contamination un peu plus à distance que la transmission directe de personne à personne. Donc le lien entre pollution atmosphérique et Covid, qui a fait beaucoup de bruit au mois de mars, a montré que en fait, le problème était lié plutôt plus à la pollution qu'au transport, la transmission aéroportée du virus dans cette situation. Alors, Je ne sais pas ce que pense Karine, mais dans cette situation… justement pour repréciser avec vous, Karine, quand on parle de particules fines, de quoi parle-t-on exactement? Quelle est la source de cette pollution? Alors, ces particules fines, elles ont plusieurs sources. Il y a une source qui est évidemment le trafic, mais il y a aussi lié au chauffage, c'est lié à l'agriculture, c'est lié aussi à la remise aux suspensions de ces de particules qui sont déposées au sol et sous l'action du vent ou du trafic, elles se remettent en suspension. Et puis, on a aussi des particules qui proviennent de la réaction chimique de gaz entre eux et qui produisent des particules. Et donc, par rapport à d'autres polluants comme les oxydes d'azote, où on a une majorité qui est émise par le trafic, les particules, elles ont beaucoup de sources. Et c'est la raison pour laquelle, pendant le confinement, puisque dans la question Covid et pollution, il y a aussi l'impact du confinement sur la pollution atmosphérique, on a vu un impact très fort sur les oxydes d'azote qui sont principalement liés au trafic, avec moins 30%, voire moins 50% le long de certains axes. En revanche, sur les particules, parce qu'il y a plusieurs sources, on a vu un impact moins important, plutôt autour de moins 7%. Mais aussi, et ce qui est intéressant dans cette évaluation, c'est que finalement, ça a fait ressortir d'autres sources secondaires. On parle souvent du trafic, et c'est vrai que c'est une source relativement importante, mais finalement, le confinement avec le trafic réduit a mis en avant d'autres sources pour les particules, et notamment le chauffage et l'agriculture, puisque ces sources-là n'étaient pas concernées. Et on explique le fait que les particules aient moins baissé pendant le confinement par le fait que ces sources-là étaient toujours relativement présentes. Alors, météorologique très propice aux particules. Alors justement, quand on parle du chauffage, de l'agriculture, pourquoi ces sources-là seraient sources de pollution justement atmosphérique, ces secteurs-là? La plupart des activités humaines émettent de la pollution, alors différents polluants et avec une intensité plus ou moins importante. L'agriculture émet des polluants qui sont précurseurs de particules, qui réagissent en général avec le trafic pour former ce qu'on appelle des particules secondaires. Et le chauffage, et notamment le chauffage au bois, est très émetteur de particules. Alors, on parlait du confinement. Alors, il paraît, on a dit en tout cas, que la qualité de l'air, en tout cas en Île-de-France, n'avait jamais été aussi bonne pendant cette période. Alors, c'était vraiment le cas? Tout à fait. Air Paris existe depuis plus de 40 ans et de temps en temps, on peut avoir une qualité de l'air plutôt bonne, par exemple en hiver où on a finalement un dimanche après-midi où on a peu d'émissions, avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie, on a des niveaux de pollution qui sont moins importants avec un indice de qualité de l'air plutôt bon, mais c'est assez rare. En revanche, avoir ces niveaux de pollution aussi faibles aussi longtemps, c'était du jamais vu. Et en quoi c'est intéressant pour vous ou pour les scientifiques? Est-ce que ces données-là peuvent être intéressantes justement dans la lutte contre la pollution atmosphérique? C'est vraiment un cas d'école qui malheureusement dû à des circonstances qui étaient difficiles pour tout le monde, mais c'est vraiment un cas d'école de quand on coupe le trafic, quel est l'impact sur la pollution de l'air? Avec pratiquement pas de trafic, quel est l'impact sur la pollution de l'air et jusqu'où on pourrait aller? Et on voit qu'on diminue énormément, puisque 30% d'oxyde d'azote et jusqu'à 50% le long du trafic, c'est très conséquent. Néanmoins, on n'est pas à zéro non plus. Donc, ça donne une idée de ce qu'on pourrait atteindre, mais est-ce qu'on veut vraiment aller jusque-là? Après, c'est un choix politique, un choix économique, mais c'est un cas d'étude vraiment inespéré. Ça met en évidence aussi d'autres liens, et notamment pollution de l'air et changement climatique, puisqu'on avait aussi une baisse de 30% des gaz à effet de serre. Et puis, ça nous a permis de commencer à regarder d'autres types de particules qui sont pas réglementées, qui sont encore plus petites, donc qui peuvent aller jusqu'à la taille d'une molécule d'ADN. Et on s'est aussi aperçu qu'en diminuant le trafic, on avait une baisse de l'ordre de 30% de ces particules ultra fines. Donc, on a vu plein de choses pendant ce confinement. Malheureusement, la pollution remonte assez vite. On est pratiquement déjà à ce qu'on avait avant le confinement, le long du trafic. Sur certains axes, comme le boulevard périphérique, on est déjà au même niveau. Mais en tout cas, c'est des enseignements qui étaient vraiment inédits et malheureusement dans des circonstances difficiles, mais qui nous donnent une idée de ce qu'on pourrait atteindre en termes de pollution.
et avec des co-bénéfices aussi, par exemple, sur le bruit, sur la biodiversité, etc. Très bien, vous vouliez réagir, je vous vois. Voilà. En fait, merci. Il y a un paradoxe, c'est que Karine vient de nous dire que la qualité de l'air extérieur s'est améliorée pour certains polluants et qu'on voit bien l'impact de la circulation automobile sur les polluants. Et moi, je voudrais, dans le paradoxe, parler de la qualité de l'air intérieur. Et je n'étais pas persuadé que la qualité de l'air intérieur, en revanche, pendant cette période du confinement, puisqu'on en parle, se soit améliorée. Dans la mesure où, en fait, les personnes se sont retrouvées beaucoup plus longtemps dans les logements qu'ils n'y étaient d'habitude, puisqu'on nous interdisait finalement de sortir. Vous savez qu'on avait une attestation de sortie et de très courte finalement, et donc la plupart du temps, on était à la maison, enfermé. Certaines personnes avaient compris même que la notion de confinement, c'était de fermer les fenêtres et surtout pas d'aérer, alors que c'était l'inverse qu'on voulait faire passer comme message. Mais également, donc, du fait qu'on était à la maison une grande partie du temps, on a utilisé des tas de produits d'entretien, on a utilisé beaucoup de désinfectants parce qu'on a eu une crainte de ce virus. Et je rappelle également qu'à la maison, il y avait des personnes malades puisqu'elles n'étaient pas hospitalisées. Tout le monde n'était pas hospitalisé pendant cette période. Il n'y avait que les formes graves qui étaient hospitalisées. Et donc, on demandait aux personnes malades de rester à la maison. Et donc, on avait un malade à la maison et donc on prenait des tas de précautions pour éviter la transmission dans les familles de ce virus. Et donc, on usait beaucoup de désinfectants. Et je pense qu'on a dégradé la qualité de l'air intérieur à cette époque-là, et en sachant également qu'on sait très souvent que la ventilation mécanique dans les logements fonctionne très faiblement, enfin, de manière insuffisante. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, parce que je faisais le parallèle entre les particules virales à l'extérieur et à l'intérieur, et j'ai expliqué qu'à l'intérieur, c'était plus important. En fait, la personne, quand elle porte le virus dans ses voies respiratoires, et ce virus commence à se développer plutôt au niveau des voies respiratoires supérieures, à l'inverse du premier SRAS qui, lui, se développe plutôt au niveau pulmonaire. Donc, le fait de tousser, de parler, émet des gouttelettes. Alors, les grosses gouttelettes se transmettent directement de personne à personne, mais il y a aussi des fines gouttelettes ou des gouttelettes qui s'évaporent, qui forment des résidus secs. Et donc, dans un environnement intérieur qui est confiné, qui est mal aéré, mal ventilé, eh bien, ces particules restent plus longtemps en suspension dans l'air. Et c'est là qu'il peut y avoir des risques de contamination intrafamiliale, pas uniquement de manière directe, transmission directe de personne à personne, mais par cette transmission aéroportée. Donc, c'est une question qui m'était posée, alors qu'à l'extérieur, les aérosols se diluent finalement. Et donc, c'est important justement pour ces particules virales en suspension dans l'air qui peuvent contaminer. Eh bien, l'apport d'air neuf est très important. Et donc, la notion d'aération, puisqu'on va revenir à la qualité de l'air, le message qu'on faisait passer pendant le confinement, c'était d'aérer beaucoup plus souvent sa maison, de bien s'assurer du bon fonctionnement de la ventilation pour justement diluer ces particules virales et puis les extraire, pour éviter justement ces contaminations secondaires. Alors du coup, ça m'amène vers vous, Frédéric Bouvier. Hein, vous occupez de l'innovation justement sur ces questions-là chez Veolia. Quel est l'enjeu pour vous dans un contexte de pandémie par rapport à cet enjeu ce problème de la qualité de l'air intérieur et notamment dans des bâtiments, des grands bâtiments? Ça, c'est vraiment une question où vraiment c'est l'actualité pour vous en ce moment en termes d'innovation. C'est là-dessus qu'il faut mettre des moyens. Et donc, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, hein, cet enjeu de qualité de l'air intérieur et de coronavirus est un sujet très important. Comme l'a dit Fabien, les risques étaient beaucoup plus importants en intérieur qu'en extérieur. Et notamment quand vous êtes en présence d'une personne malade, puisque si vous restez dans un espace confiné avec une personne pendant plus de 15 minutes, vous avez un vrai risque direct, si vous ne mettez pas en place les barrières de distanciation ou les masques pour vous protéger, d'être impacté directement, comme l'a dit Fabien, par les particules qui peuvent être émises quand vous parlez, quand vous respirez ou quand vous toussez, mais également quand il y a des dépôts qui peuvent se faire sur les surfaces. Et donc, par rapport à cet enjeu, chez Veolia, on a développé des offres spécifiques de désinfection des surfaces, justement pour pouvoir utiliser des produits virucides qui vont nous permettre de détruire de manière définitive le virus et d'éviter la contamination des personnes qui pourraient toucher les surfaces. Et sur la partie qualité de l'air, comme l'a dit Fabien,
il y a un vrai enjeu à maîtriser les installations d'un bâtiment pour pouvoir augmenter l'apport d'air neuf et basculer ce qu'on appelle en tout air neuf dans un bâtiment pour éviter qu'un air qui pourrait potentiellement être contaminé puisse recirculer dans les installations et venir contaminer d'autres pièces et d'autres personnes. Et donc, il y a un vrai enjeu par rapport à ça en termes de réglage des installations et de vérification du bon fonctionnement des installations avec du monitoring. J'en profite parce qu'il y a une question j'allais dire téléspectateur, mais on va dire que oui, c'est un peu ça, qui nous demande, la présence du virus remet-elle en cause le modèle de climatisation et le modèle des bureaux, par exemple à la Défense, voilà, qui est basé, selon ce que dit la personne, sur de l'air recyclé. Alors, justement… Alors peut-être Frédéric et puis Fabien après. Fabien pourra continuer, ouais. Donc, on a effectivement habituellement dans une logique d'optimisation énergétique une partie de l'air des bureaux qui va recirculer dans le bâtiment. Et dans le cadre de la pandémie qu'on a tous vécu ces derniers mois, on adaptait le fonctionnement des installations pour basculer en ce qu'on appelle tout air neuf, c'est ce que je disais, pour faire en sorte que l'air qui est extrait des bureaux et des pièces va être rejeté à l'extérieur pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun risque de contamination d'une pièce vers une autre ou d'une personne vers une autre. Fabien, vous vouliez compléter peut-être? Alors, voilà, recliquer. Alors, en fait, oui, dans les installations collectives, ce qu'on voulait éviter, c'est une recirculation de ces particules virales. Et donc, le système tout air neuf, d'arrêter, lorsque c'est possible, le mélange d'air entre l'air repris et l'air neuf qui entre dans le bâtiment. Mais il y avait aussi la problématique qui nous a été posée au Conseil de santé publique sur les appareils, les climatiseurs individuels, mais également les appareils terminaux, type ventilo-convecteur. Et en fait, ces appareils brassent l'air de la pièce, mais ce qu'on souhaitait, c'est un apport d'air neuf, justement, et je rappelle, pour diluer ces particules et pouvoir les extraire. Et donc, c'est l'apport d'air neuf qui était fondamental dans ces systèmes. Ça, c'est le premier point. Donc, d'apporter de l'air neuf pour diluer ces particules, et du fait de les diluer finalement dans l'air permettait de diminuer en fait les concentrations. Et comme on ne connaît pas bien la dose infectieuse de ce virus, mais ça permettait de diminuer quand même la concentration de ces particules virales. Et d'autre part, ce qui était important aussi, c'est d'éviter tous les mouvements d'air qui étaient dirigés vers le visage, car ces grosses gouttelettes dont je parlais tout à l'heure peuvent être dispersées à plus grande distance que cette distance de sécurité. S'il y en a un mouvement d'air qui transporte ces gouttelettes, ces grosses gouttelettes, qui, au lieu de sédimenter sur le mètre habituel, vont aller un petit peu plus loin. Et donc, on a souhaité aussi, dans nos préconisations, de réduire un peu la vitesse de ces systèmes, en tout cas d'éviter d'avoir des flux d'air qui arrivent directement sur le visage des personnes pour éviter la transmission. Et puis, le dernier point, je crois qu'on a évoqué aussi ce sujet, c'est le port du masque. En fait, dans notre pays, malheureusement, le port du masque n'a pas été mis au centre de la problématique, peut-être parce qu'on n'en avait pas beaucoup au tout début, maintenant on en a tant qu'il en faut, mais en fait le port du masque permet aussi de réduire les émissions de ces gouttelettes oropharyngées et donc de diminuer la transmission et de diminuer aussi ces particules virales fines en suspension dans l'air. Donc le port du masque, nous on le recommande dans les milieux fermés, espaces clos, pour limiter les émissions de ces gouttelettes. Alors, le problème dans tout ça, c'est que quand on a un malade, et qu'on le sait, là, on va prendre toutes les précautions, parce qu'on a une personne en face de nous qui a des symptômes, donc on sait reconnaître une personne malade. Malheureusement, avec ce virus, il y a des porteurs de virus qui n'ont pas de symptômes, et donc on ne sait pas, tout le monde ne peut pas savoir qu'il est porteur de ce virus, sauf s'il se fait un prélèvement pour rechercher le virus, et donc il faut prendre des précautions, ce qu'on appelle les mesures barrières, de manière systématique vis-à-vis des personnes, ce qui fait qu'effectivement, ça nous gêne beaucoup dans notre travail quotidien, parce que vous avez remarqué que depuis déjà plusieurs semaines, bien, les gens sont à distance, alors que d'habitude, on aime bien les relations étroites entre les personnes, pouvoir se parler. Maintenant, on se parle à distance et avec un masque. Alors, plus globalement, sur la question de la pollution de l'air intérieur, comment la mesurer, comment la traiter, Frédéric, quelles sont aujourd'hui les solutions technologiques, je veux dire, à disposition qui nous permettent d'évaluer la qualité de l'air intérieur dans un bâtiment, par exemple? Je vais faire le lien avec ce qu'on évoquait juste avant et puis une question qui est posée également sur comment objectiver cet enjeu de qualité de l'air. Le premier, on a parlé tout à l'heure de désinfection, de gel hydroalcoolique ou d'autres produits.
Et il faut savoir que ces produits peuvent aussi être source de pollution, comme l'a évoqué Fabien tout à l'heure. Et donc, quand on va chercher à qualifier, à caractériser la qualité de l'air à l'intérieur d'un bâtiment, on va chercher à mesurer plusieurs paramètres. Donc, on peut avoir des paramètres que tout le monde connaît, qui sont des paramètres de confort, de température et d'humidité, pour s'assurer qu'effectivement la situation est bonne sur ces aspects hygrométriques. Par contre, on va chercher à mesurer d'autres polluants qui vont être des indicateurs de la bonne qualité d'air dans le bâtiment, et dans le cadre du Covid, qui vont nous permettre de nous assurer que les systèmes de ventilation et traitement d'air sont bien fonctionnels et sont réglés de manière optimale. Le premier indicateur qu'on va suivre, c'est ce qu'on appelle le CO2, le dioxyde de carbone, que tout le monde rejette en respirant. Et donc, dans l'air ambiant, on a des niveaux qui sont autour de 400-450 ppm. Et si on est dans un bâtiment un peu fermé, un peu étanche, avec beaucoup de personnes, très rapidement, ça peut monter de manière assez élevée. Pour donner un exemple, dans des classes, dans des écoles, on peut monter jusqu'à 3, 4, 5 000 ppm, alors qu'il est recommandé de rester en dessous de 1000 ppm. Et donc, pendant la crise du Covid, on faisait en sorte, dans les bâtiments qu'on gérait à Veolia, de régler la ventilation de manière un petit peu augmentée pour faire en sorte de rester systématiquement en dessous de 800 ppm pour être sûr qu'on n'ait pas un confinement et une accumulation de virus qui soit présent dans le bâtiment. En complément, on va suivre les particules. Les particules, elles vont être un bon indicateur du bon fonctionnement du système de traitement d'air. C'est-à-dire que les particules, elles peuvent venir de l'extérieur ou être également éventuellement générées aussi à l'intérieur. Et donc, le suivi des particules permet de s'assurer qu'on a également un air satisfaisant dans le bâtiment. Et le dernier paramètre qu'on suit, ce sont les composés organiques volatiles, qui peuvent être liés classiquement aux matériaux de construction du bâtiment, au mobilier. Mais dans le cas présent, on a vu dans de nombreux bâtiments une augmentation de ces fameux COV, composés organiques volatiles, après des phases de désinfection où on voyait les niveaux monter. Et si jamais la ventilation n'était pas optimale, les concentrations pouvaient rester élevées longtemps, pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours, alors que si la ventilation est bien réglée, on avait des concentrations qui baissaient très rapidement, qui revenaient au niveau habituel, et du coup, on limitait le risque pour les personnes. Et donc, le fait de mettre en place ces systèmes de monitoring en continu nous permet d'avoir une bonne visibilité de l'air dans le bâtiment et de s'assurer du bon fonctionnement des systèmes aéroliques. Et on peut le coupler, pour répondre à la question qui était posée de comment le faire savoir, avec des écrans d'information pour le public, avec des conseils qui sont également poussés sur des pages web ou sur des applications pour les usagers et les occupants des bâtiments, qui permettent de faire évoluer les comportements et de comprendre à quel moment on peut ou pas ouvrir des fenêtres, à quel moment on peut avoir tel ou tel comportement. Alors justement, ça me fait venir vers vous, Karine Léger. Au niveau d'Air Paris, est-ce qu'il y a cette information par rapport à la qualité de l'air intérieur? On voit les panneaux, hein, ça c'est évident, en ville, sur la qualité de l'air extérieur, mais pour l'intérieur, quelle est votre position par rapport à ça, à Air Paris? Alors, en fait, notre mission, elle porte vraiment sur l'air extérieur, sur l'air intérieur, du fait de l'air intérieur avec de l'air extérieur. Et donc, effectivement, si l'air extérieur est déjà dégradé, ça ne va pas améliorer la qualité de l'air intérieur. On a d'autres sources qui s'ajoutent à cet air extérieur. On travaille en air intérieur sous forme de partenariat, et notamment avec Veolia, où on a une expérimentation dans le cadre d'AirLab pour tester le dispositif dont Frédéric parlait, de mesure et de tester des dispositifs innovants avec des microcapteurs pour voir comment ça fonctionne et quel type d'informations ça peut apporter. On travaille en air intérieur aussi ponctuellement avec des équipes, par exemple, de la ville de Paris, avec le SPSE que Fabien Schinazi connaît bien. Eux sont plus spécialisés à l'intérieur, mais du coup, la complémentarité air intérieur et air extérieur est importante. Et par rapport à la question sur finalement le changement des comportements, on se pose la même question en air extérieur et on a des travaux de participation citoyenne, des travaux aussi sur des nudges avec la métropole du Grand Paris pour essayer de trouver des outils pour effectivement changer les comportements et voir si ces dispositifs de surveillance, ces microcapteurs qui sont low cost et qui posent aussi des questions de fiabilité dans certains cas, peuvent être utilisés pour changer les comportements. Et on a notamment un gros projet avec la mairie de Paris dans le 20e arrondissement, avec tout un accompagnement en termes de sociologie, où on forme les gens à la pollution de l'air, on leur donne ces dispositifs, on leur apporte d'autres informations complémentaires et on voit si ça change effectivement les comportements ou pas. Alors, il y a une autre question qui vient d'être posée, ça sera peut-être pour vous, Fabien. Peut-on aujourd'hui réaliser des mesures pour quantifier et qualifier la présence de virus dans l'air? Est-ce pertinent dans un bâtiment ou y a-t-il d'autres indicateurs plus pertinents à suivre? Voilà.
Oui, alors il y a des appareils qui peuvent… C'est la question de la présence du virus dans l'air, oui. Voilà, c'est ça. La Oui, question, oui, De la mesure. oui, est-ce qu'on peut mesurer voilà, la présence du virus dans l'air? oui, oui, il y a des appareils de mesure qu'on appelle des biocollecteurs en milieu liquide, c'est-à-dire qu'on prélève l'air, on fait passer l'air dans un cône avec un liquide, on récupère ensuite le liquide. Ce liquide, on peut faire des cultures de virus, on peut cultiver le virus sur des cellules, on peut aussi rechercher l'ARN viral, de la même façon comme on le fait pour la recherche dans un prélèvement rhinopharyngé pour ce qu'on appelle la RT-PCR, qui est bien connu aujourd'hui. Donc, on peut tout à fait détecter du virus dans l'air. La grande difficulté, donc la technologie existe, c'est plus la stratégie finalement de prélèvement qui est plus difficile, car le virus ne reste pas forcément tout le temps dans l'air. Les particules vont sédimenter, surtout les grosses particules, et donc, mais il y a des études, notamment en Chine et en Italie, qui ont montré la présence du virus dans l'air en différents endroits d'une chambre de malade ou dans d'autres lieux, même à l'extérieur, quand il y avait des regroupements de personnes. Des études ont pu montrer la présence de ce virus. Mais c'est un peu aller à la pêche, hein, c'est-à-dire que si on a de la chance, au moment où on fait le prélèvement, eh bien, on peut tomber sur du virus et on l'a détecté. Et là, en matière de détection, ça ne pose pas de problème. Mais on peut avoir des prélèvements négatifs. C'est pour ça qu'il faut multiplier le nombre de prélèvements, à la fois dans l'espace et dans le temps, si on veut vraiment détecter. Après, l'intérêt de rechercher du virus dans l'air, je pense que c'est plus dans le domaine de la recherche pour montrer la dispersion du virus dans une pièce, pour voir comment il se disperse, au bout de combien de temps le virus peut survivre. Il y a des études aussi qui ont été faites là-dessus qui montrent que sur les particules fines, ce virus peut être encore cultivable, donc infectieux, pendant quelques heures, dans l'air. Donc, on peut tout à fait le rechercher. La seule difficulté, c'est comme dans tout prélèvement environnemental et pour rechercher les agents biologiques, notamment dans l'air, eh bien, si l'agent biologique n'est pas présent de manière permanente dans l'air, on va avoir du mal à le détecter. Voilà. Mais les technologies existent et on peut le faire et ça a déjà été fait. Pour compléter les informations que Fabien a partagées, également préciser, comme il l'a dit, que la technique la plus utilisée, c'est celle qui est basée sur l'ARN, puisque c'est la moins coûteuse et la plus développée, et que du coup, elle va permettre de mesurer la présence de virus, mais on ne sera pas capable de savoir si ce virus était encore vivant et infectieux ou s'il est mort. Et donc, dans ce cas-là, notamment après de la désinfection, il est préférable de rechercher, par exemple, des bactéries dont on peut beaucoup plus facilement mesurer leur persistance que le virus avec la technique ARN, puisqu'on ne pourra pas en conclure des résultats. C'est pour répondre à la question de la personne qui demande s'il y a des indicateurs plus pertinents. Je peux compléter, si vous le voulez bien, qu'il y a dans l'air, il y a aussi dans les eaux usées. Et là, c'est très intéressant parce que les travaux qui ont été faits en France, à Paris, mais également dans d'autres villes, montrent que la recherche de l'ARN viral, donc le virus dans les eaux usées, dans les eaux d'égout, il va disparaître assez vite, il meurt très très vite. C'est un virus assez fragile, en fait, le coronavirus, puisqu'il a une enveloppe et donc qui lui fait sa fragilité. Et donc sur les surfaces ou dans l'air, il va très vite disparaître. En revanche, son matériel génétique, qui est l'ARN, peut persister beaucoup plus longtemps. Et donc le fait de le retrouver dans les eaux usées, puisque le virus est également émis dans les selles, voie respiratoire, mais aussi dans les selles chez certains malades. Et donc on peut suivre comme ça l'épidémie par la recherche de l'ARN dans les eaux usées. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Et même, c'est un indicateur intéressant parce qu'il peut même précéder, en fait, le développement d'une épidémie. Donc, en termes de recherche environnementale, l'ARN du virus peut être un indicateur intéressant pour le suivi épidémiologique et en particulier dans les eaux usées. Je rappelle que dans l'eau potable, on ne l'a pas trouvé et il ne peut pas persister dans l'eau potable puisqu'il est détruit très rapidement par les mesures de traitement de potabilisation de l'eau, donc on ne retrouve pas dans l'eau potable.
Alors, on a beaucoup forcément parlé du virus parce que c'est l'actualité immédiate, mais il y a d'autres sources de pollution de l'air assez inédites, par exemple des incendies, des accidents industriels. Comment ça se passe dans ces cas-là? Parce que je pense à Rouen, l'accident il y a quelques mois. Comment traiter une pollution de l'air aussi, voilà, comment dire, pas inédite, mais en tout cas qui arrive comme ça un peu par surprise et qui peut durer pendant un moment, quoi. Frédéric Bouvier. Donc, c'est vrai qu'à Veolia, on a réfléchi à ce sujet puisqu'on travaille dans le domaine de l'air depuis de très nombreuses années et qu'on souhaitait en fait proposer à nos clients une offre avec une garantie de résultat, c'est-à-dire s'engager sur la qualité de l'air qu'il va y avoir dans un bâtiment, puisque comme on l'a dit tout à l'heure et ça a été accentué pendant la crise du Covid, on passe la majorité de son temps à l'intérieur. Et donc, en garantissant une bonne qualité dans un bâtiment, on améliore largement la santé des personnes et la santé publique. Donc, pour faire cette amélioration, la solution la plus simple, puisqu'il faut quand même renouveler l'air, c'est ce que disait Fabien tout à l'heure, c'est de prendre l'air extérieur, de le nettoyer, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va le filtrer, le purifier, et puis le souffler dans le bâtiment en quantité suffisante pour pouvoir garantir un bon air sans aller au-delà pour éviter des dépenses énergétiques importantes. Et donc, c'est une solution qu'on a aujourd'hui déployée dans des écoles, dans la ville du Raincy, où depuis près d'un an, on a des enfants de à peu près 600 élèves qui respirent un air qui est garanti. L'air est pris à l'extérieur, il est purifié, traité. En temps réel, il y a des capteurs qui sont dans chaque classe, qui vont mesurer les niveaux de polluants, le CO2, le confinement, les particules, les composés organiques volatiles. Et en permanence, le système est régulé pour envoyer l'air qui est nécessaire pour que l'air que respirent les enfants soit de bonne qualité et les instituteurs également. Et c'est d'autant plus important, je l'évoquais tout à l'heure, que les niveaux qu'on rencontrait précédemment avant de mettre en place ces systèmes pouvaient monter à des niveaux très élevés en CO2 et les particules rentraient de l'extérieur dans le bâtiment. Et quand on sait que ces niveaux de polluants vont avoir un impact sur les capacités cognitives des enfants, c'est vraiment intéressant de pouvoir mettre ce type de solution. Et ces solutions qui fonctionnent au quotidien pour garantir un air tous les jours fonctionnent également quand on va avoir des événements inattendus. Vous parliez tout à l'heure de Rouen avec l'incident de Lubrizol, ou l'incendie même de Lubrizol. On peut parler, on a nos collègues avec lesquels on travaille en Australie qui ont vécu plusieurs mois avec des incendies. Et dans ces cas-là, le fait de pouvoir garantir dans la durée un air de qualité est quelque chose d'essentiel pour les personnes les plus sensibles notamment. Alors, la qualité de l'air, c'est aussi un enjeu de la transition écologique, hein. On voit bien qu'on est en plein cœur de cette actualité en ce moment. Donc, Karine Léger, est-ce que cette prise de conscience, on va dire globale, que ce soit institutionnelle, politique, citoyenne, elle est vraiment là? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, peut-être grâce au confinement, vous avez l'impression que ce sujet-là, il prend plus d'espace et que les politiques publiques pourraient évoluer dans les mois, années qui viennent? Dans les faits, c'est un sujet qui monte en puissance depuis déjà plusieurs années. C'est devenu la première préoccupation depuis déjà quelques années des Franciliens. C'est vraiment la pollution de l'air parmi tous les sujets environnementaux. On le voit aussi parce qu'on travaille à l'étranger, on a des coopérations par exemple à Hanoï, à Pékin, mais aussi en Iran, au Chili. Et par rapport à il y a une dizaine d'années, la pollution de l'air devient vraiment un challenge pour toutes les grandes villes, ne serait-ce que parce que la qualité de l'air est aussi un facteur d'attractivité pour le tourisme, pour le business. Une des raisons pour lesquelles Pékin a bougé, c'est parce que les entreprises et les Chinois eux-mêmes ne voulaient plus aller à Pékin compte tenu des niveaux de pollution atmosphérique. On voit cette tendance-là aussi à Hanoï, et donc les autorités bougent et prennent des mesures, parce que c'est un enjeu de santé publique, mais ça devient aussi un enjeu de mobilisation de la population et un enjeu économique. Et donc, c'est vraiment une thématique qui monte en puissance aussi avec le Covid, compte tenu du fait que la pollution de l'air a été mise en avant comme un facteur aggravant par rapport à la pandémie. Donc, on peut penser que si on a le droit de nouveau de voyager et de se déplacer, peut-être qu'on choisira aussi les villes. Alors, non seulement parce qu'elles n'ont pas été trop touchées par le Covid, mais aussi parce que la pollution de l'air n'y est pas trop importante. Et à côté de ça, je crois qu'on est vraiment à un virage et on est vraiment à un tournant. Dans le Times, Emmanuel Macron disait que les gens ne voudraient vraisemblablement plus respirer un air pollué. Néanmoins, quand on regarde les niveaux de pollution sur le périphérique, on est déjà au même niveau qu'avant le confinement. Donc, il s'explique aussi par la peur de reprendre les transports en commun, etc. Mais
Mais je pense que cette montée en puissance de la préoccupation par rapport à la pollution de l'air, elle est très présente et elle est déjà présente depuis quelques années. Et là, on est vraiment à un virage où est-ce qu'on a envie d'aller plus loin? Il y a aussi des votes en faveur des écologistes qui sont très importants avec les municipales. Donc peut-être que oui, effectivement, on a envie d'aller plus loin et on a connu un air qui n'était pas pollué et on a peut-être envie aussi de continuer. Mais l'avenir nous le dira. Fabien, vous, ça fait des décennies que vous travaillez sur le sujet, donc vous avez vu plusieurs équipes, on va dire, politiques. Bon, vous n'êtes pas désespéré, j'espère, après toutes ces décennies Ah non. d'engagement. Si j'étais désespéré, je ne continuerais pas à travailler sur le sujet. J'y travaille depuis presque 40 ans. Je suis arrivé à la mairie de Paris et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet de la qualité d'air, à la fois extérieure et intérieure. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, je sens quand même que ça frémit, parce que ça frémissait pas beaucoup avant. Là, ça commence à frémir. Je pense que là, il y a, comme a dit Karine, il y a une prise de conscience de la situation. Et on ne peut plus fermer les yeux comme on l'a fait déjà depuis pas mal de temps. Et je trouve que, en tout cas pour Paris, qui me concerne directement, la ville commence à changer et je pense qu'elle va changer de plus en plus avec ce qu'on nous promet, bien sûr. Et donc, on va avoir une ville. Moi, je pense que si quelqu'un avait dormi pendant quelques années et qu'il revenait à Paris, je ne pense pas qu'il retrouverait le même Paris qu'il avait connu il y a quelques années. Et je pense qu'on va aller avec une ville, mais les villes en France, hein, puisqu'on voit que les principales villes sont reprises par des écologistes. Donc, je pense qu'on va aller maintenant vers des choses un peu différentes et qu'on va avoir une vie peut-être un peu différente. En tout cas, je l'espère fortement, parce que je pense qu'on ne peut pas vivre dans cette situation de pollution extérieure. Il suffit de voir à l'étranger, mais rien que dans nos villes, on vit quand même avec un air pollué déjà depuis un certain nombre d'années. Et donc, je crois que cette prise de conscience fait qu'on a envie maintenant de faire autrement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quand même une petite déception de ma part. Et ça, c'est Karine qui m'a donné cette déception, parce qu'on s'est écrit il n'y a pas longtemps. Et Karine, je lui ai posé la question. Alors, pendant le confinement, je savais que ça allait bien, hein. D'ailleurs, il suffisait de se promener dans Paris, pas de bruit, un silence incroyable, pas de voiture. Je n'avais jamais connu ça à Paris, pourtant je vis depuis longtemps à Paris. Et puis, j'avais dit à Karine, alors, et maintenant, après le post-confinement, et là, j'étais un petit peu déçu parce que les chiffres sont repartis comme de plus belle, peut-être plus même que de plus belle. Et là, j'ai eu une petite déception. Je me suis dit, alors, est-ce qu'on a vraiment compris? Alors, je pense oui. Je pense que ça a été simplement un petit sursaut, mais je pense qu'on va comprendre. Et de toute façon, on a intérêt à comprendre qu'il faut améliorer notre air. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais aussi notre air intérieur. Et je pense aussi qu'il y a une prise de conscience. Alors, on a fait beaucoup d'efforts sur l'air intérieur, puisqu'on a fait de l'étiquetage environnemental sur les matériaux de construction, sur tout ce qui est produits de décoration. Maintenant, cet étiquetage A+, on n'a même plus besoin de regarder. Tous les produits sont A+, donc ils sont peu émissifs en substances chimiques volatiles. On espère que ça va se poursuivre, et en particulier sur tous les produits. Autre petite déception, c'est là que j'ai voulu freiner, mais je n'ai pas réussi, c'est cette désinfection qui a été faite vraiment à tire-larigot à cause de ce virus. Ils ont eu peur, et donc désinfecter dans tous les sens chez eux, même utilisant des tas de produits. Bon, j'espère que tout ceci va se calmer et qu'on va reprendre il va y avoir les vacances, et qu'à la rentrée, on va reprendre une vie normale. J'espère qu'on aura oublié ce virus, mais qu'on n'aura pas oublié la leçon du virus, la leçon du confinement, et donc de poursuivre le chemin qu'on avait commencé à prendre, de continuer à prendre ce chemin d'un meilleur air dans notre vie quotidienne, que ce soit l'air extérieur ou l'air intérieur, et que les politiques aussi vont nous aider dans ce sens-là. Voilà, donc je l'espère vraiment qu'on va améliorer les choses dans les temps futurs. Juste pour compléter sur la partie qualité de l'air intérieur, c'est vrai que la crise économique liée au Covid aboutit aujourd'hui à des plans de relance qui veulent notamment accélérer la rénovation des bâtiments.
Et dans ce domaine de rénovation des bâtiments, il est vraiment indispensable d'intégrer un volet qualité de l'air. C'est-à-dire que si on rénove un bâtiment en le rendant uniquement plus étanche, sans penser à l'air que vont respirer les gens à l'intérieur, on a des vrais risques de problématiques à la fois sur la santé des gens, mais même sur la qualité et la dégradation du bâtiment. Pour donner un chiffre, une personne qui dort la nuit, en respirant, va émettre à peu près 1 demi-litre d'eau de par sa respiration. Donc, si on est dans un appartement qui a été prévu pour 2 personnes, ben, il va être capable d'évacuer 1 litre chaque nuit tranquillement, puisqu'il est conçu pour. Si le couple qui est dans l'appartement se retrouve à avoir d'un coup 2 jumeaux, bah, très rapidement, la quantité d'eau qui va être émise, si l'appartement n'est pas conçu pour, va être trop importante pour les systèmes de régulation et de traitement d'air et de renouvellement d'air. Et donc, au bout de quelques mois, on va voir commencer à apparaître des problématiques de moisissure. Et donc, c'est un indicateur d'une problématique d'air intérieur. Donc, il est vraiment indispensable que dans le cadre d'une logique de rénovation des bâtiments, qui est essentielle, hein, dans le cadre du changement climatique, d'intégrer un vrai volet sur l'air intérieur pour faire en sorte que la santé des gens reste bonne dans un bâtiment plus étanche. Alors, pour revenir sur l'air intérieur, une question pour vous, Fabien, concernant les gels hydroalcooliques, il y en a partout dans la rue. Voilà, c'est vraiment devenu le geste un petit peu que voilà, tout le monde a comme ça. Mais vous êtes un peu mesuré par rapport à la consommation de ce fameux gel hydroalcoolique, encore plus peut-être à la maison ou un peu partout, quoi. Alors, votre micro, il faut juste l'allumer. Oui, dans nos avis du Haut Conseil, je dois vous dire que depuis 3 mois et demi, je ne fais qu'écrire des avis au Haut Conseil de santé publique sur tous les sujets environnementaux concernant le Covid et pour tous les sujets, et en particulier donc, les mesures barrières adaptées et appliquées dans différents types de milieux. Et en fait, on écrit que d'abord, le lavage des mains, c'est l'eau et le savon. Et c'est ça qui marche le mieux. L'eau et le savon, quand on a un point d'eau, il faut se laver les mains, il ne faut pas oublier à se laver les mains, parce que je rappelle que le gel hydroalcoolique, c'est pour des mains propres et sèches. Donc, ce n'est pas pour des mains sales. Le seul moyen de bien se laver les mains, c'est de l'eau et du savon. Et donc, à défaut, quand on n'a pas de possibilité d'avoir un point d'eau, donc le gel hydroalcoolique à la maison, ou même dans un bâtiment où il y a des points d'eau, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt du gel hydroalcoolique, c'est quand on va rentrer dans un commerce et qu'on se frotte les mains avec parce qu'on rentre dans ce commerce et qu'on va faire ses courses. Mais le plus souvent, c'est l'eau et le savon. Et donc, je suis effectivement… Alors, ces gels hydroalcooliques, ils émettent aussi des composés organiques volatiles. Et donc, ça crée aussi une certaine pollution chimique de l'air. Il faut savoir aussi qu'on ne le recommande pas chez les enfants très jeunes, hein, le gel hydroalcoolique. Donc, notamment dans les écoles, on trouvait que c'était inutile d'avoir du gel hydroalcoolique pour les enfants. C'est le point d'eau, l'eau et le savon. Et d'ailleurs, je trouve, et j'espère que ça va continuer, que cette hygiène des mains à l'eau et au savon, donc le lavage des mains, et un peu moins le gel hydroalcoolique, eh bien, c'est quelque chose qui va rester. Car toutes les maladies transmises par les mains manuportées, toutes les transmissions d'origine fécale, toutes ces maladies infectieuses d'origine digestive ou même les maladies virales qui se transmettent par les mains, l'hygiène des mains, c'est une barrière importante pour éviter la transmission de ces agents biologiques, de ces micro-organismes, et donc rappeler que c'est d'abord l'eau et le savon. Qui est le point essentiel. Voilà. Et c'est à défaut, si on n'a pas d'autre possibilité de faire du gel hydroalcoolique. Voilà. Quand on va dans un restaurant, moi je vois souvent les gens, avant de déjeuner, se désinfectent les mains avec une solution hydroalcoolique. Non, il y a un point d'eau juste à côté, allez vous laver les mains. Ce n'est pas la peine d'utiliser en permanence ce gel hydroalcoolique. Voilà. Et donc c'est vrai que d'ailleurs, au tout début du confinement, on est allé acheter, je sais pas, des quantités énormes de gel hydroalcoolique. On n'en avait pas si besoin que ça. C'est vraiment dans le cas où on n'a pas ce point d'eau. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est mieux. Oui, Karine, j'avais une question pour vous parce que je me dis, voilà, maintenant qu'on a toutes ces infos en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Parce que tout ne dépend pas que du citoyen. C'est-à-dire, vous voyez, par rapport à cet enjeu de pollution atmosphérique en Île-de-France,
c'est vraiment quelque chose qui doit se passer à plusieurs niveaux si un changement en profondeur doit avoir lieu. Donc, quelle est la marge de manœuvre d'un organisme tel que le vôtre? Est-ce que c'est du lobbying que vous devez faire maintenant aujourd'hui? En fait, la marge de manœuvre et les actions, elles sont effectivement à plusieurs niveaux. Elles sont d'abord à plusieurs niveaux entre le local, le national et le niveau européen. Et la plupart des réglementations sont quand même prises au niveau européen et c'est elles qui, pendant très longtemps, ont vraiment permis d'améliorer la pollution de fond, la pollution chronique. Néanmoins, on voit de plus en plus que les collectivités prennent le relais et mettent en place des actions, en plus de ces réglementations françaises et européennes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement le changement des comportements. Et pour ça, il faut des informations et on teste avec le numérique, on teste des nudges, la participation. Il y a plein de choses qui permettent de changer les comportements. Et on a une appli qui permet de mesurer son exposition et de limiter son exposition pendant son trajet quand on est cycliste ou quand on est piéton. Et finalement, les ressources ou les leviers pour changer les comportements, c'est le porte-monnaie et la santé. Donc, le lien avec la santé, le lien économique, il est important. Et on le voit bien aussi dans les nouvelles solutions qui émergent aussi après le Covid, qui sont les RER du vélo, par exemple. On voit des gens qui se sont mis au vélo, des gens qui marchent beaucoup plus. Alors, ça avait commencé avec les 2 mois de grève. Il y a déjà des plis qui avaient été pris, qui ont été accentués avec le Covid. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais aussi pour la santé. Et puis, il y a aussi un levier par rapport à l'innovation, mais je reviens sur la question de Airlab. En lien avec les acteurs économiques comme Veolia, où l'idée, c'est que finalement, les entreprises et les acteurs aussi politiques peuvent aussi stimuler des innovations qui permettent d'aller plus vite et plus loin en termes d'amélioration de la qualité de l'air. Alors, air extérieur, mais aussi air intérieur. Et il faut aussi le tester, l'évaluer et montrer que ça marche vraiment. Et donc, c'est le rôle de l'écosystème Airlab en lien aussi avec Veolia, par exemple, sur l'air intérieur. Et donc, en fait, ce n'est pas juste une solution, ce n'est pas que la réglementation, ce n'est pas que le changement de comportement, ce n'est pas que l'innovation, mais c'est vraisemblablement une articulation de tout ça. Et l'avantage que l'on a à Air Paris, c'est qu'on regroupe toutes les parties prenantes, avec l'État, les collectivités, les acteurs économiques, les associations de protection de l'environnement et des consommateurs et des experts, notamment dans la santé, qui permet d'avoir ce dialogue et puis de partager le diagnostic et de proposer des solutions. Frédéric? Nous, en fait, on voit les choses qui bougent. C'est ce que évoquait tout à l'heure Fabien, où cette année, quand on parlait tout à l'heure des municipales, on a commencé à voir apparaître dans certains programmes de candidats le fait qu'ils voulaient traiter la qualité de l'air dans leurs écoles, dans leurs maisons de retraite, pour pouvoir proposer des lieux sains à leur population. Donc, c'est des choses qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, nous, on a une priorité qui est de dire que pour pouvoir agir, il faut déjà connaître. Et donc, la première étape, c'est de rendre un peu visible cette pollution qui est invisible et que personne n'appréhende. Enfin, quand le matin, il pleut dehors et qu'il faut prendre son parapluie, c'est assez facile. Quand dans une salle, vous êtes 5 personnes et qu'elle est confinée, à part au bout de 2 heures où vous finissez tous par vous endormir et là vous en prenez conscience, avant en général les gens se rendent compte de rien. Donc on a un vrai enjeu à mettre en place du monitoring de la qualité de l'air qui permet d'avoir cette vision de la situation qui peut être très différente selon si on est dans une zone de pollution extérieure polluée ou moins polluée, mais même avec les sources qu'on peut avoir dans un bâtiment, on peut trouver des sources de polluants importants, y compris dans un bâtiment pour lequel on penserait qu'il n'y a pas de problématique particulière. Donc, on pense vraiment que c'est une première étape qui est indispensable. Et l'autre élément, c'est que les projets aujourd'hui technologiques, comme l'a évoqué Karine en innovation, font qu'aujourd'hui, on trouve des capteurs fiables, même s'il faut faire attention à ceux qu'on utilise pour faire ce type de suivi, et qu'on a aujourd'hui des systèmes qui ont été ensuite développés pour traiter l'air, et des choses qu'on utilisait au préalable dans des salles blanches ou dans des blocs opératoires sont largement développées pour traiter l'air dans des écoles ou dans d'autres types de bâtiments. C'est des choses qu'on voit couramment dans d'autres pays. Si on prend un des pays qui est le plus en avance, c'est la Corée du Sud, où quasiment toutes les classes ont aujourd'hui un air qui est traité pour la santé des enfants. Très bien. Écoutez, on arrive à la fin déjà de cette heure d'échange. Ça passe très vite. Allez, juste pour conclure, j'avais envie de vous demander peut-être une intention. Là, on est en 2020. D'ici 2030, si on envisage Paris en 2030, l'Île-de-France, qu'est-ce que vous aimeriez voir autour de ce sujet de la qualité de l'air, Fabien?
Paris en 2030, c'est une ville sans voiture. C'est une ville où on marche, on se promène, on partage l'espace, mais c'est une ville où on n'a plus ce bruit. Honnêtement, quand je me promène dans Paris, et peut-être parce que j'ai vieilli, que quand j'étais plus jeune, je ne remarquais pas ça, mais je trouve que le bruit est insupportable dans Paris. Et quand on va dans la rue, et donc Paris devient un peu plus calme, et que donc c'est où les gens ne klaxonnent pas, voilà, que la vie soit calme, qu'il y ait beaucoup moins de voitures, et donc c'est une ville où on a le bonheur de vivre avec une végétalisation, enfin voilà, une ville agréable qui n'était pas ces dernières années une ville de cette manière-là. Donc voilà, ce que j'attends dans les quelques années, c'est une ville beaucoup plus confortable, agréable à vivre, sans bruit, sans pollution, en tout cas un peu moins, et voilà, qu'on aille un petit peu vers quelque chose de plus reposant, voilà, pour les Parisiens. Même question pour vous, Karine, pour Paris et l'Île-de-France. J'irai dans le même sens que Fabien, c'est effectivement, mais ce n'est pas que Paris, c'est l'agglomération parisienne et l'Île-de-France en général, hein, effectivement, un endroit où finalement, en adressant la pollution atmosphérique, on a aussi limité les émissions de gaz à effet de serre, on a moins de bruit et c'est un travail aussi sur la qualité de vie en ville, pas seulement sur la pollution proprement dite. Et à travers ces expérimentations et ce qui est mis en place, une ville qui est attractive et une région qui est attractive au niveau international et qui fait figure d'exemple pour les autres villes et les autres régions. Même question, Frédéric, un peu comment vous voyez l'avenir, vous qui travaillez dans l'innovation. L'avenir, c'est aujourd'hui déjà pour vous. Enfin, c'est demain, c'est aujourd'hui. C'est vrai que j'ai tendance à vous dire pourquoi attendre 2030. Et donc, effectivement, quand on parle de pollution de l'air extérieur, les délais pour arriver à des résultats, puisqu'on doit agir sur de multiples sources, sur les comportements individuels, sur les comportements collectifs, les délais sont relativement longs. Et donc, peut-être qu'avant, il y a déjà 2024, hein, si on réfléchit, et on peut penser qu'il y a des choses qui vont se passer à Paris, ce serait bien que l'air soit plutôt de bonne qualité. Mais donc, en tout cas, je suis complètement en phase avec ce qu'ont dit Karine et Fabien. Par contre, moi, je voudrais dire que sur l'air intérieur et l'avantage d'agir sur l'air intérieur, et là, je ne me limiterai pas à Paris, à l'Île-de-France, mais Veolia travaille dans 80 pays, donc nous, on cherche à apporter ces solutions de manière très large. C'est de dire que quand on agit pour améliorer l'air intérieur et la garantir, en fait, on va être capable d'agir et d'apporter une solution en quelques semaines, voire quelques mois. Et donc, ce n'est pas la peine d'attendre 2030 pour avoir un air de qualité dans un bâtiment. En 6 mois, on sait aujourd'hui mettre une bonne qualité dans n'importe quelle école, n'importe où dans le monde. Et ça me paraît essentiel aujourd'hui de le faire savoir. Merci beaucoup, Frédéric Bouvier, de Karine Léger, d'Air Paris, le docteur Squinazi. Merci à tous les trois d'avoir pris le temps d'échanger autour de cette question de la qualité de l'air, cet enjeu primordial de la décennie à venir dans le cadre de cette transition écologique que nous attendons, bien entendu. Nous, Mouvement Up, média justement dédié à cette transition écologique et sociale. Je vous rappelle que nous organisons des conférences 2 à 3 fois par mois. On espère vous retrouver très vite, vous qui êtes encore derrière vos écrans, puisque confinement, on va dire prolongé oblige, nous voilà sur Internet, mais on espère vous retrouver dès le mois de septembre en public pour aborder toutes ces questions de société qui sont extrêmement importantes ensemble avec nos experts, avec vous aussi, public, qui est de plus en plus curieux autour de ces thématiques. Encore merci à vous trois de votre présence. Merci. Donc, je rappelle que cette conférence a été organisée en partenariat avec l'Institut Veolia. Excellente soirée à tous. Merci de votre attention. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir.